retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10 et bien maintenant place au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et comme je vous le disais, nous sommes jeudi et le jeudi vous le savez c'est anthropologie et nous recevons notre spécialiste des humanités classiques africaines qui fait son retour sur le plateau. Il s'agit de Nyosere Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Donc on ne vous a pas vu pendant quelques temps, oui, effectivement. Puisque vous êtes sorti d'une grosse organisation, le colloque sur les mathématiques le colloque mondial africaines, des mathématiques africaines, effectivement. Qui était énorme, qui était quelque chose d'énorme. Après, il a fallu aussi aller faire les cours au Canada, parce qu'il y a quand même... On ouvre un institut au Canada, voilà, et il faut le faire vivre. Il faut quand même y aller. Donc, qui fait que, non, je dirais le bilan du colloque on garde le colloque. Été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça montre bien que dans l'air du temps, il se passe quelque chose. Et très bien. C'est important. On va aborder effectivement le colloque sur les mathématiques africaines en deuxième partie. En première partie, j'aimerais faire une petite revue d'actualité, puisque ça bouge effectivement en Afrique en ce moment, avant de venir au franc CFA, que la France dit vouloir y mettre un terme pour couper un petit peu les liens coloniaux qu'elle a avec nombre de pays africains, une quinzaine d'entre eux d'ailleurs. Avant d'en venir à ce sujet assez sensible, un petit sujet un petit peu plus délicat avec toutes ces élections de Miss l'an dernier. On a eu pléthore de Miss Afro, de Miss Métis qui sont sorties, Miss Univers, Miss Monde, enfin partout. On était partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains crient au complot, d'autres disent c'est bien, c'est la reconnaissance de la femme noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, il faut voir que de prime abord, c'était quand même une stupéfaction. Se dire, tiens, on peut avoir un concours où il y a une Miss qui est élue, mais d'avoir comme c'est une pléthore de succès dans ces concours internationaux ou nationaux, c'était quelque chose quand même qui, à un moment, a nous interrogé. On s'est dit, bah, tiens, c'est quand même surprenant. Il s'avère que, en fait, il y a un certain nombre de choses qui se passent qui sont quand même liées aussi au changement de cycle. C'est-à-dire que l'ère du poisson se termine, on rentre dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère dont je dirais la vibration ontologique n'est pas la même. C'est-à-dire que l'ère du poisson, c'est une ère dont la vibration était très basse. Donc c'est pour ça que cette ère a avantagé les civilisations de la matière. On a vu vraiment tout ce qui était colonialisme, prédation dans les rapports entre les civilisations prendre une tournure relativement importante. Maintenant, quand on arrive à l'ère du Verseau, il y a un besoin de justice pour tous. Il y a un besoin vraiment d'épanouissement pour tous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, donc, par exemple, avec le problème des gilets jaunes et d'autres problèmes de revendication, je dirais, d'une justice. Partout dans le monde, on a un phénomène qui est vraiment mondial. Parce que, tout simplement, le rapport énergétique cosmotellurique est en train de changer. C'est pour ça que j'ai écrit des ouvrages là-dessus, notamment la série Cosmogénèse, pour expliquer cette dynamique de changement. Maintenant, ce qu'il y a de particulier dans le renouvellement des cycles, c'est le fait de réinitialiser depuis le début. Vous savez que la première femme de l'histoire de l'humanité, c'était la femme noire. Je dirais aujourd'hui, par les tests ADN, on voit bien que toutes les femmes découlent de cette mère noire, donc qui était, je dirais, entre guillemets, l'Ève africaine. Et dans le phénomène de renouvellement, il y a ce retour aux sources parce qu'il faut bien que l'énergie reparte d'où elle est partie. Et l'énergie matricielle de l'humanité, elle est partie de la femme noire. Donc c'est pour cette raison que le constat qui a été fait à travers le monde, puisque c'est vrai que je me suis aussi adressé à un certain nombre de personnes, c'était de voir qu'il y a cette énergie aussi reliée au changement de cycle qui pousse véritablement vers une nouvelle humanité, avec un certain nombre aussi de principes qui seraient des principes beaucoup plus moraux. Et il faut des gens aujourd'hui capables de supporter ce genre de choses-là. Maintenant, dans des je dirais des événements aussi importants, vous savez que la Miss, c'est quand même elle qui a des responsabilités au niveau de l'État dans la gestion, par exemple, des entrées boursières, des grands événements. Elle est toujours présente, mais on voit que, quelque part, il y a le besoin de se rattacher à cette énergie matricielle de manière à faire en sorte que l'année 2020, pour laquelle on prévoit quand même un certain nombre de perturbations, puisse être atténuée par cette énergie montante. Quel type de perturbation? C'est-à-dire que, vous savez, quand on est dans un changement de cycle, il y a beaucoup de perturbations. Déjà sur le plan climatique, on ne parle que de ça. Mais aussi, ça brûle de partout, ça tremble partout. Voilà, ça tremble partout parce que il y a des phénomènes qui sont des phénomènes logiques qui se déroulent dans le cadre des changements, puisqu'il y a une réinitialisation qui se fait. Et ça, c'est important. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que les pays et les régions du monde sur lesquelles le matérialisme s'est appuyé,
appuyer pour pouvoir monter au sommet de l'échelle, ben, ils vont se retrouver sans échelle. Donc naturellement, il va y avoir du brigandage, je dirais on va essayer de coller des rustines à gauche, à droite, sur des trucs qui sont déjà morts de toute façon. Et il faut envisager le monde de demain. Et c'est là où, je dirais, la jeunesse africaine doit aussi pouvoir rentrer en jeu, c'est imaginer ce monde de demain. Parce que vous savez, en fait, la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à faire croire finalement à des gens qui sont censés être intelligents, c'est-à-dire les Occidentaux, qu'il n'y aurait pas à manger pour tout le monde, qu'il n'y aurait pas que les ressources mondiales sont insuffisantes. Que, voilà, vous voyez bien que c'est de l'escroquerie. Je dirais déjà la taille de l'Afrique n'est pas celle qu'on voit sur les cartes, donc ça veut dire que pour tout le reste c'est pratiquement la même chose. Donc en fait il y a les moyens, mais c'est-à-dire qu'il y a un esprit de prédation qui veut utiliser, je dirais, ces grandes zones pour faire de l'argent. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut créer l'alternative. Il faut créer la pensée de l'alternative en montrant aux gens que c'est totalement faux et que moi, je ne vois pas pourquoi, par exemple, on aurait en Guadeloupe des aliments à recevoir de l'extérieur alors qu'on peut développer beaucoup de choses, la pisciculture, on peut développer l'agriculture, on peut développer pas mal de choses. Là, pour le moment, on est en régression par rapport à ce que nous avons connu quand nous étions enfants, sur des problématiques, je dirais, vous savez, ce qui est relativement choquant est très surprenant. Hein. C'est-à-dire que vous demandez aujourd'hui à un enfant, vous voulez un verre de jus d'orange, il vous amène une canette. C'est-à-dire que pour lui, le jus d'orange, c'est une canette. Alors que pour nous, c'était le fait d'avoir le fruit, même d'aller dans le jardin, voilà, récupérer deux oranges dans l'arbre, faire un jus d'orange. Et puis de les presser, de faire un jus de fruits. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde matérialiste prend le pas même sur l'imaginaire des jeunes générations. Mais est-ce qu'on pourra faire marche arrière, monsieur Boutonnier ? On peut faire marche arrière. Parce que c'est vraiment ancré en nous, cette on peut faire marche arrière, consommation. Il y a quand même cet instinct, je dirais, de survie et de raison qui fait qu'on a la possibilité de faire marche arrière. Ah, c'est un petit peu ceux qui travaillent les consciences en ce moment ? Oui, totalement. C'est le processus éducatif qui doit prendre le pas. Et puis, il faut aussi que les gens s'adonnent à la connaissance. Vous voyez, il faut s'adonner à la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance permet de comprendre pourquoi un fruit qui sort d'un arbre... Je vais expliquer quelque chose qui est très simple, hein, vraiment très simple. Vous savez qu'un arbre a des racines. Des racines, c'est de l'électricité positive qu'on prend dans le sol. D'accord ? Et puis cet arbre a des feuilles. Et les feuilles sont orientées vers le soleil. Or, les rayons du soleil, on sait que ce sont des grains de lumière, ce qu'on appelle les photons. Les photons qui sont des grains d'énergie négative. Donc si l'arbre, par ses racines, prend de l'énergie positive et par ses feuilles prend de l'énergie négative, ça devient la pile de ma télécommande. Maintenant, l'énergie, elle est stockée où ? Dans le fruit. C'est évident, l'énergie est stockée dans le fruit. Donc si on se met à consommer des fruits privés d'énergie, il ne faut pas s'étonner après de tomber malade, d'avoir toujours mal à l'estomac, mal à l'intestin, mal à ci, mal à ça. La chose, c'est qu'on voit bien que quelqu'un prend des diodes, il va mettre des diodes dans des citrons, il va mettre des diodes dans des oranges, dans des caramboles, il allume une petite lumière. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un champ d'énergie qui passe, qui allume une ampoule. Bon, maintenant, si on prend des choses qui... est-ce qu'on peut mettre une diode dans une canette et allumer une ampoule ? Bon, maintenant, la chose, c'est que tout le monde sait que téléphone portable, c'est une batterie qu'il faut recharger la batterie. C'est évident que l'être humain aussi a des batteries et qu'il faut les recharger. Seulement, personne ne se pose la question, alors que tout le monde recharge son téléphone portable. Personne ne se pose la question, mais moi, je me recharge comment ? Et ça, c'est le matérialisme qui fait qu'on ne se pose pas les questions essentielles, qui sont les questions de la relation entre la créature et la création. Est-ce que vous voyez ça ? Il y a une scission avec la nature. Parce qu'on veut l'exploiter pour faire de l'argent. Donc on ne peut pas vous expliquer comment elle fonctionne, qui est-elle. Et après, on va venir dire que les Africains étaient animistes, alors que ce sont les gens qui connaissent le mieux. Vous savez que tous les mots de destruction de la planète sont étrangers aux langues africaines. Hein. Cherchez dans une langue africaine comment on dit poubelle. Même en créole, comment on dit poubelle. C'est des mots qui n'existent pas. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la destruction de l'environnement, aucune langue africaine ça existe. Vous voyez ? C'est ce qui est extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, vous me donnez deux planètes. Une planète avec des monothéistes, une planète avec des animistes. Moi, je sais que la planète avec des animistes ne sera jamais polluée. Moi, je me casse sur la planète des animistes. Parce que dans leur principe, il y a le respect de la nature, le respect de l'environnement. Je ne suis pas fou. Moi, je laisse les fous s'amuser sur leur planète de fous, mais moi, je ne suis pas avec les fous. Je suis avec des gens raisonnables. Voyez, et quand on parle d'avenir, voyez, regardez ce qui se passe en Australie. Que disent les Australiens aujourd'hui ? On s'est tellement moqué finalement des aborigènes qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de savoir qu'ils avaient dans la relation avec la nature qu'on n'a pas pris le temps. Ces incendies. Voilà.
Parce que manifestement, vous avez vu que la photographie qui a été forwardée sur les réseaux sociaux, qui reprenait donc ce soleil qui se levait et qui faisait le drapeau aborigène, ça a soulevé beaucoup de questions. Et la plupart des responsables d'Australie se sont dit, mais est-ce qu'on avait pris le temps de discuter environnement avec les aborigènes avant de les exterminer? Ah voilà, par exemple, vous voyez. Alors après, on va venir nous dire, oui, mais il y a la destruction de l'environnement et compagnie. Mais de toute façon, l'Occident entretient avec la création un rapport de prédation. Il n'y a pas de chose de pollution, tout ça. Je vais vous dire une chose qui est très simple. Dans le fonctionnement de la pensée africaine, on vous dit une chose, d'accord? C'est que il y a des phénomènes qui sont des phénomènes miroirs. Moi, j'ai besoin de savoir quelle est la nature du cœur de quelqu'un. Je regarde comment il se comporte avec la nature. Et le comportement qu'il a avec la nature me permet de savoir quelle est la nature de son cœur. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux de la vie ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie? C'est ça la chose qui est importante. Et ça, il faut arriver à le comprendre parce que vous changez de nature de cœur, les problèmes de pollution sont terminés. Hein. Parce qu'il faut bien que la Terre nous révèle quelle est la nature du cœur. Vous savez, les gens font des grandes déclarations, mais la nature même, elle s'arrime sur la vibration du cœur et te montre, voilà, en réalité, ce qu'il pense vraiment dans son cœur. Et c'est la nature qui te permet, par, je dirais, sa façon de s'organiser ou se désorganiser, qui te permet de comprendre, mais qu'est-ce qu'il cache vraiment. Donc là, comme on est dans un processus de désorganisation, ça reflète un petit peu, entre guillemets, le cœur des hommes. Parce qu'on veut prendre la nature pour l'exploiter, financièrement parlant. Vous voyez? Or, la nature n'a pas été créée pour être exploitée par l'homme, elle était là avant nous. Vous voyez? Elle a été créée pour la vie. Et à partir du moment où vous n'êtes plus dans ce système de valeurs, il faut bien que la nature ait une façon de vous dire que vous n'êtes plus dans ce système de valeurs. Et c'est en se désorganisant qu'elle vous fait comprendre que vous n'êtes plus dans ce système de valeurs. Changez de système de valeurs, vous allez voir que les choses vont se réorganiser, les choses vont arrêter. Moi, je vois sur des petites échelles, au niveau de la Guadeloupe, vous voyez, entre le moment où il y a une décharge, moi je vais vous dire une chose, hein, entre nous. Il y a un endroit où il y avait une décharge publique. On a pris en charge de nettoyer cette décharge publique. En se disant, et justement, je vais vous dire une chose, il y a un grand initié africain qui nous a expliqué que si on nettoie ce lieu, on va voir la nature va revenir comme avant, aussi belle qu'avant. Et je vous ai dit, franchement, pour l'état du lieu, je me suis dit, bon, au lieu de me poser des questions, on va commencer d'abord par nettoyer avec la pratique. Et on verra après. Parce que pour l'état du lieu, je voudrais bien voir comment la nature peut revenir comme avant. Eh bien, vous savez que ça nous a pris plusieurs jours, on a dû louer quand même de tractopelles, enfin des grosses machines. Mais effectivement, il avait raison. La nature est revenue. C'est-à-dire, on n'aurait jamais dit qu'il y avait une décharge publique. La nature reprend toujours ses droits. Oui, parce qu'en fait, elle a la capacité de ressentir ce que vous avez dans le cœur. J'ai même envie de vous dire que ça va dans les deux sens, parce que quand on voit une décharge, bon, on aura tendance à être de mauvaise humeur, alors que quand on voit un bel espace arboré, la vibration n'est pas là, même clairement. Oui, et puis aussi, vous savez, on ne parle pas beaucoup aux arbres. On parle plus aux plantes. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une génération de grands-pères et de grands-mères qui parlaient aux arbres, qui parlaient aux plantes. Vous imaginez que tous ces arbres qu'on a sur le bas-côté de la route et compagnie, nos ancêtres avaient l'habitude de leur parler. Aujourd'hui, on passe et il y a cette absence de parole. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous pensez que l'arbre, quelque part, il n'a pas ressenti que notre relation avec lui a été modifiée? Et vous pensez que c'est peut-être pour ça qu'on a moins de fruits, par exemple, dans les arbres? Prenez le temps de parler à un arbre. Vous allez voir la différence. Prenez le temps de lui parler et vous allez voir. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Moi, je dis, voilà, pour moi, l'arbre est un être vivant qui dialogue et qui discute. Maintenant, prenez le temps de discuter avec l'arbre et vous voyez la réponse de l'arbre. Mais dans une société matérialiste, vous passez pour fou. Je dirais que moi, je pense qu'il faut se fixer des limites. Vous voyez? Et c'est ça la particularité, c'est que la société matérialiste oublie la notion de limite parce qu'il y a l'objectif du chiffre d'affaires à réaliser. Mais le problème, c'est qu'on est sur une terre qui ne permettra pas une telle pensée de se propager. C'est pour ça qu'il y a la dynamique des airs. Quand on change d'air, on change de vibration et c'est la fin d'une pensée, je dirais, qui se voyait un peu éternelle. Et ça, c'est important. Alors, on est peut-être justement à la fin d'un monde, à la fin de ce monde extrêmement matérialiste, extrêmement opportuniste, peut-être pour basculer dans quelque chose de plus en phase avec la planète. Mais on a quand même des petits remous puisque bon, ces forces se mettent en action pour conserver effectivement
effectivement leur hégémonie sur le vivant. Et on a ce petit tour de passe-passe, en fait, assez déguisé de la France, qui dit vouloir mettre terme au franc CFA, donc l'une des dernières monnaies coloniales de ce monde, et de faire place à l'éco, dont les contours, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus ? Oh, vous savez, c'est le gang des essuie-glaces. Il faut comprendre ça. Non, c'est le gang des essuie-glaces qui a encore frappé. Je vais vous expliquer ce que c'est que le gang des essuie-glaces. Vous savez qu'avant, la voiture n'avait pas d'essuie-glaces. Et on disait, oui, on ne voit pas bien, donc c'est pour ça qu'on a des difficultés pour avancer. Vous voyez ? Donc vous pensiez qu'en mettant des essuie-glaces, on allait changer de cap. Jusque maintenant qu'on voit mieux. Donc on peut prendre d'autres décisions. Non, on met les essuie-glaces, mais on garde le même cap avec le même chauffeur et le même projet de vol. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est ça qui est quand même assez particulier. Après, il y a quelque chose un peu de malsain. Et je vais vous expliquer ce qui est malsain. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé au franc CFA, j'ai remarqué une chose qui est quand même assez surprenante. Chaque fois qu'on touche à la monnaie d'un peuple nordique, il y a un référendum. C'est-à-dire que là, c'est quand même 15 pays pour lesquels on modifie, je dirais, l'organisation économique et financière. Il n'y a pas de référendum. Monter en Irlande, toucher à la monnaie là-bas, monter, je sais pas, vous voyez, pour faire l'euro, tout le monde a dû voter. Parce qu'il a fait cette déclaration-là sans même avoir l'aval, en fait, des chefs d'État africains. Ni du Parlement français. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me montrer quand est-ce que le Parlement français a dit, bon, maintenant, on va mettre un terme au franc CFA et on va passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire, c'est quand même très surprenant de voir que depuis la création de ce franc CFA, on est dans exactement ce qui était la pensée de l'Allemagne nazie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Allemagne nazie qui a créé ce système monétaire. Ce n'est pas pour rien, ça s'appelle un système monétaire nazi, puisque c'est Hitler qui a inventé ce système monétaire-là. Et on voit qu'aujourd'hui, dans cette crispation, où il y a d'un côté l'Europe qui se fait lâcher par les États-Unis et de l'autre les pays émergents avec la Chine, l'Asie, autres, l'Inde et compagnie, qui commencent véritablement à qui est frais aussi. Mais oui, qui est frais, parce qu'aujourd'hui, la Chine a quand même sa flotte de navires, et puis elle est livrée elle-même, je dirais, ses conteneurs partout à travers le monde. Donc, qui fait que la France se retrouve aujourd'hui bloquée. Alors, il faut voir aussi une chose, c'est que la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que ça existe un Français intelligent ? Parce que pour le nombre de débats qu'on a déjà fait, y compris dans des ministères et compagnie, on se pose la question, vous savez, moi j'ai eu l'occasion de poser une question qui est très simple aux dirigeants français. Vous savez, quand je suis parti faire mes études, les études de cas que j'ai faites, c'était sur des sociétés françaises. Quand j'ai voulu regarder 15 ans après, qu'est-ce qu'étaient devenues ces sociétés, elles n'existent plus. C'est-à-dire que toutes les sociétés pour lesquelles nous avions fait des études de cas, pour lesquelles nous avons été à l'examen, ces sociétés-là n'existent plus. Soit elles se sont fait absorber par des sociétés étrangères, soit elles ont délocalisé, finalement elles sont rentrées dans d'autres groupes. C'est-à-dire qu'on voit que le truc, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, la chose, est-ce que la prédation dans la relation avec l'extérieur peut être, je dirais, une théorie économique? C'est-à-dire, est-ce que dans un livre de rapport économique, il existe la prédation comme système économique? Parce que la prédation comme système économique ne sera jamais, c'est-à-dire c'est pas une thèse, c'est pas une possibilité. Maintenant, pourtant c'est entre guillemets une réalité. Parce que il y a une chose qu'on oublie dans le mot économie, c'est qu'il faut de la créativité. Vous voyez, on ne peut pas faire d'économie sans créativité. Moi, je vois même dans ce qui se passe en Guadeloupe, dans les choix économiques, la créativité, elle est où ? Alors que c'est dans l'utopie, dans la créativité qu'on crée, je dirais, des modèles. Aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui vient, je dirais, grandement se déployer sur le sol guadeloupéen. Et quelle réponse qu'on a en face ? Vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il faut voir que les pressions qu'on avait mises, vous voyez, avec le professeur Abou, donc la problématique des comptes de compensation. Donc, et on en a tellement parlé parce que vous savez que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire-là, c'était pratiquement 70 à 60% des montants qui étaient bloqués. Quand on a fait le RAFU, on a commencé à aller dans toutes les universités, c'est passé à 50%. Maintenant, c'est quelque chose qui est totalement annulé. Bon. 2. Est-ce que vous savez que la loi du 30 avril 1849, quand on a dédommagé les béquets, d'accord, c'est la même loi qui a créé les banques centrales en Afrique. C'est-à-dire, c'est la même loi
qui crée des banques en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et machin, et qui crée les banques centrales en Afrique. La même loi. Donc on est vraiment sur deux systèmes identiques. Attendez, moi, je vous pose une question. Comment vous faites pour imaginer que, alors que je suis dans un colloque international, voyez-vous, le patron d'une banque vient me voir pour me dire, voilà le texte que je n'ai probablement jamais vu de la loi du 30 avril 1849. Parce que, regardez, l'histoire ici en Guadeloupe, c'est un guet-apens. On arrête l'histoire au décret du 27 avril, mais le plus important des décrets, puisque l'article 5 dit on renvoie la question du dédommagement à un autre dossier, mais le dossier est arrivé en 1849. Pourquoi, lorsqu'on parle de cette histoire-là aux enfants, on leur fait quoi quand le dossier a été clos en 1848 alors que c'est faux? C'est totalement faux. Donc vous voyez que c'est ça qui expliquait le fait qu'il y avait des Français dans le conseil d'administration des banques centrales africaines. Alors c'est pour vous dire le degré d'intégrité d'un chef de l'État, qui dit c'est au chef d'État africain de prendre des décisions, mais dans le conseil d'administration des banques centrales, tu as mis un Français qui a un droit de veto. C'est-à-dire que le gars, lui tout seul, c'est les États-Unis. Exactement. Vous voyez, donc à partir de là, comment tu peux faire pour prendre des décisions? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le discours qui est fait, parce que moi, il y a deux choses. Moi, j'ai écrit un livre sur le fait que l'Afrique a inventé l'argent. Voyez, c'est-à-dire que la notion de monnaie et d'étalon monétaire, c'est une invention de l'Afrique. On avait eu l'occasion d'en parler. Le premier étalon monétaire de l'humanité, c'est le chati, que nous avions utilisé dans des temps immémoriaux. La chose, c'est que quand je vois l'espèce de truc qui ressemble à rien, je suis même content qu'ils aient pris les coups et qu'ils n'aient pas pris le châti. Parce qu'au début, mon combat, c'était de dire non, il faut prendre un nom de monnaie qui rappelle quand même ce que nous avons accompli dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est nous qui avons inventé la notion d'argent. Ou un terme qui parle justement aux populations africaines. Mais là, c'est du grand n'importe quoi. L'écho. Là, c'est du grand n'importe quoi. Alors, la chose qui est très surprenante encore, c'est le fait que les chefs d'État n'ont pas été associés à cette annonce. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui va souhaiter l'anniversaire de sa femme en Côte d'Ivoire et qui dit tiens, en passant, on va faire une déclaration, on va dire ça. Oui, on vous dira qu'ils s'étaient réunis en juillet 2019 avec tous les pays pour en parler. Mais c'est quand même un moment important. Une annonce comme ça, attention, le chef d'État qui est devant la télévision dit mais on va avoir une nouvelle monnaie. On va avoir une nouvelle monnaie. Mais c'est comme ça que c'était passé en 92 quand on avait aussi dévalué le franc CFA sous Balladur. Parce que même les dévaluations se font sans concertation des chefs d'État. C'est même pas une question des chefs d'État. Chaque Africain qui utilise cette monnaie, qui a la nationalité de son pays, doit être consulté pour savoir est-ce que tu es d'accord pour changer le franc CFA en écho, est-ce que tu veux garder, pas garder. Là, vous avez l'impression, comment voulez-vous après que les populations aient, je dirais, un facteur de confiance dans leur élite? On va discuter, on va dire oui, mais c'est du guet-apens en permanence cette affaire. Vous voyez, même si on fait un simili de référendum avec des résultats truqués, mais au moins on a fait quand même l'effort de sortir dans la magouille permanente. Mais là, vous vous rendez compte que c'est tombeau ouvert dans la magouille. Là, la voiture a des essuie-glaces, mais elle n'a plus de frein. C'est ça le problème de fond. Et vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? La jeunesse africaine va dire il va falloir freiner cette voiture. Mais elle est en train, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Forcément, c'est ce qui va se passer. Parce que, vous savez, il y a ce qui est extraordinaire dans l'élite, c'est que la gabegie, vous voyez la gabegie, c'est-à-dire que les gens ont tellement l'habitude de se vautrer que les gens ne se rendent pas compte que le petit jeune qui est là, c'est comme l'affaire du LKP. Parce que dans toute cette affaire-là, moi il y a des choses que je ne comprends pas. Vous savez que je fais la petite parenthèse parce qu'il faut quand même... Allez-y, et après on marque la coupure pub. Voilà. Vous savez que quand il y a eu les événements de 2009, mais nos jeunes, c'était Batman et Superman. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parlait des jeunes, oh là là, mais c'était dans des termes élogieux. Quelque temps après, on a commencé à dire oui, les jeunes sont délinquants, les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. Bon, il y a eu la petite guéguerre entre les poussis de Ragamuffin et compagnie. Donc tout ça a fait que voilà, on a commencé à partir de l'ultra négatif quand on parlait des jeunes. Bon, moi je suis allé quand même discuter avec un certain nombre de jeunes parce que j'ai cherché à comprendre comment on est passé de ça à ça. Et en fait, la chose c'est quoi? C'est que quand il y a eu le projet c'était un projet de société. C'était pas un projet de ceux qui ont un travail vont gagner plus et ceux qui n'ont rien vont rester à regarder ceux qui partent travailler. C'était un projet de société dans lequel on a demandé à tout le monde de venir s'associer, d'apporter sa pierre à l'édifice et de venir apporter aussi un début de solution, ce que les jeunes ont fait.
Mais quand ils ont vu que tout le monde a touché, je dirais, son petit 200 € dans son coin, et puis a laissé les jeunes comme ça, sans véritablement parler de projets d'avenir, de projets de formation, tout de suite, vous comprenez bien que le jeune, il a une espèce de ressenti, il se dit, j'ai l'impression d'avoir été trahi. Est-ce que vous voyez l'affaire? Est-ce seulement une impression? C'est là où je dis, vous voyez, c'est là où je dis, je pense qu'il faut... vous savez, les technocrates, ce sont des gens dangereux parce qu'il faut s'entourer de gens qui ne sont pas crates. Vous voyez, c'est-à-dire des retirons les crates. Il faut enlever les crates. Parce que, à force de prendre des décisions au-dessus des nuages, on a l'impression qu'on oublie qu'en dessous il y a la planète Terre, quoi. C'est-à-dire, on est au-dessus des nuages, on voit le ciel, on a l'impression que tout ça nous concerne. Mais non, il y a des gens dans la réalité qui vont subir les conséquences des décisions. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de déconnexion entre le gouvernement et les gilets jaunes, les manifestants. La chose qui se passe, c'est que vous avez une tension dans la population qui, même à mon niveau, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on arrive en fait à une espèce de tension où on a presque envie de tout régler par le fight. Voyez, alors qu'il faut quand même pouvoir poser les réalités, dire un minimum de choses vraies à la population. On a les moyens, on n'a pas les moyens. Et si on n'a pas les moyens, comment on va s'organiser pour les avoir ? Oui, mais on ne peut pas dire on n'a pas les moyens en montrant justement des gabegies au niveau ministériel quand on voit les trains de vie, les ministres, des députés et consorts. Bon, c'est ça qui est problématique. Et vous voyez, ça, ce que je vois dans les postes, même dans l'Hexagone, ça fait très mal aux gens. Ça fait très mal aux gens parce que, vous savez, il y a le principe de vouloir, un peu, c'est un peu de se dire qu'il y a quand même des gens qui ont pris en considération la réalité dans laquelle on est. Quand les gens n'ont plus ce sentiment-là, ça devient du sauve qui peut. Est-ce que vous voyez? Ça devient du sauve qui peut. Alors après, quand vous mettez des radars tourelles, alors que les routes, c'est du grand n'importe quoi. Non, il faut quand même parler un peu, il faut quand même dire un certain nombre de choses. On a des routes ici, c'est du grand n'importe quoi. Mais allez voir les routes ailleurs. C'est quoi ces affaires-là, ça? Vous voyez, il faut commencer par faire de vraies infrastructures, faire des bas-côtés de la route. Quand on vrai bas-côté, oui. Bien, la voiture doit avoir un bas-côté de la route. Vous vous rendez compte que j'ai une étudiante qui s'est arrêtée 2 minutes sur un bas-côté de la route, il y a une voiture qui l'a télescopée. Parce que c'est des faux de bas-côté de la route. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut des vrais bas-côtés de la route. Moi, je vois, en tout cas sur la côte Solvent, il y a eu des efforts qui ont été faits pour élargir les virages, pour que les bus qui vont venir puissent avoir de la place pour tourner, faire en sorte qu'il y ait des bas-côtés de la route, y compris rajouter à l'entrée des Mabelles du côté de Pointe-Noire, pour faire en sorte que les bus puissent s'arrêter. Ce sont des choses tellement bêtes. Vous voyez, on veut faire venir plus de personnes à la rivière, mais personne n'a pensé à créer un parking pour que tous les bus puissent se garer. Je veux bien qu'on fasse venir 3 millions de personnes, mais il faut prévoir des infrastructures qui peuvent les accueillir. Si on avait de la place pour 3 bus et on veut 30 bus, bon, moi j'aimerais bien qu'on m'explique où on va caser les 17 bus, vous voyez, les 27 bus qui vont arriver. Parce que là, pour le moment, on a la place pour 3 bus et on est en train de me dire qu'on va en faire venir 30. On n'est pas cohérent. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être raisonnable, ou peut-être fermer les écoles. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec Nusere Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Donc en première partie, on faisait un petit débrief sur l'actualité noire, dont notamment effectivement ce franc CFA qui risque d'être transformé en écho. Mais bon, avec le barrage que la jeunesse africaine fait, ça risque de ne pas passer, bien heureusement. On le dit ouvertement. Et maintenant, on va parler du colloque sur les mathématiques africaines qui était organisé à Bemao en fin d'année dernière. Et on a eu quand même droit à de grands spécialistes internationaux comme le professeur Obenga qui ont fait le déplacement ici en Guadeloupe. Totalement. Alors justement, moi ce que je voulais faire, parce que en fait il faut faire aussi un peu de pédagogie, c'est-à-dire expliquer, toujours expliquer, réexpliquer. Vous savez que lorsqu'on dit que c'est le professeur Rohan Iglache qui a parlé des mathématiques fractales, en fait non, c'est Mandelbrot. C'est-à-dire Mandelbrot, c'est ce fameux franco-américain qui a découvert dans les années 70 les mathématiques fractales et qui a fait changer le monde, parce que les gens ne se rendent pas compte de tous les changements technologiques que ça a entraîné. Aujourd'hui, on a des téléviseurs numériques, on a tout ça, mais il faut voir que c'est parti de ces années 70 et la découverte de Mandelbrot. Sauf que Mandelbrot dit, je l'ai peut-être découvert dans les années 70, mais les Africains le faisaient déjà. Et c'est important de voir ça parce qu'il est à l'université de Genève, et c'est lui qui dit
que, attention, avec un fil à plomb, quand les gens faisaient les bâtiments, ils avaient aussi une théorie mathématique de l'urbanisation. Et ça, c'est important de le souligner, parce que ça veut dire que depuis le début, la chose avait déjà été constatée. Maintenant, lorsque Ron-Eglache reprend le flambeau, Ron-Eglache dit, mais attention, ce savoir des mathématiques fractales qu'on retrouve dans toutes les dimensions de la culture du monde noir, de la culture africaine, il y a d'une part des gens qui disent on fait ça, je dirais un peu comme ça. C'est-à-dire on a un algorithme, on l'applique, mais c'est un peu pour s'amuser. C'est un peu au pif, quoi. Le problème, c'est qu'il y a une absence d'enseignement de ces choses-là, ça, pour comprendre d'où ça vient et quelle est la réalité. Parce que, vous savez, il y a des choses extraordinaires que je voulais simplement montrer. Nos ancêtres ont toujours eu, comme fondement de leur spiritualité, la circulation de la vibration et de l'énergie. Vous voyez, il n'y a pas de bien et de mal, et c'est juste une problématique de vibration qui passe et de vibration qui ne passe pas. Donc, il faut assurer la circulation de la vibration de l'énergie, parce que l'homme, il fonctionne avec ses batteries, et ces batteries lui permettent de se réaliser. Mais il fallait des capteurs, et les tresses africaines sont des capteurs. Et vous allez voir que les tresses africaines sont des capteurs. C'est-à-dire que la chose qu'on constate, c'est que, vous savez, quand vous marchez sur le sol, vous frottez le plat du pied sur le sol. Tout le monde sait que ça crée de l'électricité statique. Mais il y a aussi des antennes qui vont amplifier ce phénomène-là. Et le phénomène est amplifié par quoi? Par l'itération. L'itération, c'est quoi? Et on a l'itération, cette boucle des mathématiques fractales, même dans la musique. C'est-à-dire qu'on va répéter à différentes formes, différentes échelles, la même forme, et cette répétition de cette forme va augmenter le champ d'énergie qui passe dans la chose. On le voit bien, c'est comme ça que l'électricité en amplifie l'électricité, parce qu'on a un fil, on le fait tourner, ça devient la dynamo, et la dynamo crée la dimension de l'énergie. La chose qui se passe, c'est que moi, ce qui me dérange, et je pense, c'est pour ça que je parle de pédagogie. C'est-à-dire que nous avons une culture, qui est la culture du monde noir. Oui, ok, on a eu le colonialisme, on nous a dit que c'était Bita à Vienneg. Sauf que les Vienneg en question, c'est quand même eux qui ont inventé les mathématiques, l'astronomie, et si on a un calendrier de 365 jours et 12 mois dans l'année, c'est quand même eux qui sont à l'origine de ça. Donc il faut commencer à revoir. D'autant plus que les Occidentaux eux-mêmes font des documentaires aujourd'hui pour rappeler que c'est quand même l'Africain noir charbon qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est même plus un scoop aujourd'hui, puisque maintenant on voit des documentaires qui sortent et qui disent les choses vraiment... À foison maintenant, c'est vrai. À foison, ils disent les choses clairement. Bon. Mais la chose, c'est que aujourd'hui, il y a un souci que nous devons, je dirais, régler. D'une part, on va avoir une disparition d'emplois en Guadeloupe, parce que l'intelligence artificielle va faire disparaître un certain nombre d'emplois. Et quand je m'entretiens avec des directeurs d'établissements, que ce soit des bureaux de poste et autres, ils me disent, mais revenez à telle date, vous verrez que l'intégralité du bureau sera remplacée par des machines. Donc on voit effectivement, petit à petit, des pans entiers du secteur d'activité disparaissent, mais on n'a pas pris le temps de voir comment notre culture peut être un fondement pour faire apparaître de nouveaux domaines d'activité économique, de nouvelles professions et de nouvelles façons de... Vous imaginez, par exemple, que j'ai monté l'Institut au Canada. Je vais au Canada, je suis dans un restaurant, voilà, je mange tranquillement, végétarien, je suis en train de manger. Et je descends, me dis, tiens, en Guadeloupe, on a créé un restaurant végétarien. Je dis, tiens, comme j'ai goûté ça, je vais voir, je vais comparer par rapport à nous, comment les choses se passent et comment on peut développer quelque chose autour de ça. Lorsque je suis en train de manger, j'appelle le patron du restaurant, je lui dis, excuse-moi, tu as été au Canada? Il me dit oui. J'ai dit, mais ça, c'est de la bouffe canadienne que tu es en train de me donner à manger. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire et qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'on est en train de confondre des franchises et de l'économie. Et qu'à force d'avoir confondu des franchises et des économies, le savoir-faire endogène de la Guadeloupe se perd. Parce qu'on devient des experts de la copie des choses que font les autres, sans pouvoir montrer ce que nous sommes capables de faire avec notre connaissance endogène. Et qu'à cause de ça, on va perdre la compétition économique. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas montrer aux jeunes qui sont doués d'une intelligence, qui ont une culture forte, on ne peut pas leur montrer constamment la voie de la franchise. Tu as été, alors maintenant qu'on a la Belgique, on va aller en Belgique, on va prendre des franchises belges, on va ramener en Guadeloupe et on va appeler ça de l'économie. Mais il faut arrêter, bon sang, de faire des choses pareilles. Et donc, la raison pour laquelle je fais preuve de pédagogie, c'est d'expliquer aux gens, notre culture,
elle est fondamentale pour tous les types de développement technologique. Et que c'est cette culture-là qui intéresse tous les savants du monde. C'est pour ça que j'ai invité un certain nombre en Guadeloupe, pour qu'ils puissent vous le dire vous-même, en face, direct, discuter avec eux. Moi-même, je ne suis pas là. Discuter avec ces gens-là, pour que ces gens-là puissent vous dire qu'effectivement, c'est cette culture-là qui sert de base. Maintenant, si nous voulons arrêter de subir les mutations, et pouvoir être à l'origine, c'est-à-dire contrôler un minimum. Mais c'est notre culture qui a les fondements de tout. Et qu'est-ce que je constate? Je vais vous dire une chose qui est très simple. On a fait le colloque des mathématiques africaines. Je n'ai pas vu tant de mathématiciens que ça venir me voir, me dire, mais écoutez, les documents, est-ce qu'il y a des choses? Et pourtant, on a ramené beaucoup de documents. Si vous voyez, tous ces chercheurs sont venus avec beaucoup de documents. On a beaucoup de documents. Mais ces documents-là sont là. Ils sont consultés combien de fois dans une journée? Vous voyez, c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que on est un peu, je dirais, comme des gentils esclaves qui s'autoclonent. C'est-à-dire on autoclone des futurs esclaves qui vont... Je vous prends un exemple. Est-ce que vous avez remarqué la différence en termes de pourcentage de fois qu'un enfant entend tu vas aller travailler, tu vas monter ta société? C'est-à-dire c'est carrément du 99,9% des fois on lui dit tu vas aller travailler. Alors que sa mère maîtrise un potentiel, que sa grand-mère maîtrisait, que son arrière-grand-mère maîtrisait. Vous voyez? Donc ça, normalement, si l'enfant a fait un minimum d'études, il voit bien que il y a un savoir-faire dans la famille endogène qui peut correspondre à une activité économique qui peut l'emmener à développer une franchise en tant que maison mère et vendre au Canada et en Belgique des produits fabriqués en Guadeloupe. Là, ça devient intéressant, ça m'intéresse. Vous voyez? Mais si on n'a même pas cette ouverture. Mais attendez, mais c'est extraordinaire. Prenons les gangsters. Les gangsters pensent qu'ils peuvent faire carrière dans le gangstérisme. Mais il faut arrêter de raconter des histoires. Moi, je vous dis une chose. Moi, j'ai eu l'occasion, totalement par hasard, d'aller dans un grand restaurant et de tomber sur des gens, je dirais, qui sont, des Européens. Et qui m'ont dit, oui, quand ils étaient jeunes, ils étaient aussi un peu gangsters, même un peu beaucoup. Mais ils ont accumulé un capital qu'ils ont transformé en activité économique et qui fait qu'aujourd'hui, ils emploient des gens et cette affaire-là est derrière eux. Est-ce que vous voyez ce tremplin? Non, c'est-à-dire un moment, il faut parler franchement. C'est-à-dire que moi, ce que je dis dans tout cela, c'est qu'on a une culture qui est trop belle, qui est trop puissante pour la négliger et je dirais la considérer comme moins que rien à ce point-là. Je montrais à une dame aujourd'hui que le monsieur qui dit qu'il a inventé Heineken, c'est faux. Parce qu'en égyptien ancien, quand vous lisez les hiéroglyphes, la bière se dit Heineken. Là, un hiéroglyphe, mais lisez les hiéroglyphes, prenez un dictionnaire hiéroglyphique, cherchez bière et lisez. Donc les Égyptiens étaient les premiers producteurs de bière. C'est nous qui avons inventé la bière, qui l'avons appelée Heineken. Le monsieur ne peut pas dire que c'est lui qui a inventé ça, c'est faux. Mais lorsque vous ne savez rien et que vous ne êtes pas documenté, forcément, on vous mène toujours en bateau négrier. On peut même venir ici en Guadeloupe, par exemple, dénicher un produit que nos arrière-grands-parents utilisaient, le remettre au goût du jour, sortir une petite formule qui sort de notre pays et nous le revendre. Vous savez, aux États-Unis, dans les rayons des supermarchés autres, j'ai compté près de 30 marques d'eau de coco différentes. Et c'est là où on se dit, mais c'est quand même... D'ailleurs, c'est impressionnant de voir comment les choses que nous avons ici, les avocats, toutes ces choses-là, comment c'est agencé dans les restaurants là-bas, sous la forme de self-service, et comment finalement tu prends plaisir dans un contexte qui est un contexte de cuisine, je dirais, de saveur, à découvrir là, à New York, nos choses qu'on a ici, et tu t'attendrais pas à trouver ça là. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que c'est nous qui devons apporter au monde des savoir-faire, et on doit arrêter d'être des buvards qui sont complètement en train d'absorber tout le temps les savoir-faire des autres. Vous voyez, il faut quand même à un moment prendre le temps de se poser et mener cette réflexion sur la base. Vous savez, la chose de triptyque, c'est très simple. Hein. C'est histoire, culture, économie. Tu n'as pas d'histoire, ah ben, tu feras du folklore et tu feras de la franchise. C'est aussi simple que ça. La base, c'est qu'il faut avoir une histoire forte qui te donne une culture forte, et c'est cette culture forte qui va te créer ton économie. Quand tu n'as pas compris ça, tu te retrouves constamment à travailler chez les gens et à vendre des produits qui n'ont pas été fabriqués par toi, et à voir que tu attends que le produit sorte de Norvège, tu attends que le produit sorte de Pologne pour pouvoir le vendre ici. Et on n'a rien à vendre en Norvège, nous, on n'a rien, hein, nos canettes qui sont là, on ne peut pas faire quelque chose pour le vendre en Norvège. On est constamment... C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même arrêter, il faut se fixer des limites.
voyez, c'est pour ça que je dis que moi je ne fais pas de l'histoire pour dire oui, je sais que Ramsès II est monté à cheval, le cheval était vert. Non, je dis que l'histoire, c'est fait pour avoir une culture et pour avoir une économie. Que celui qui comprenne. L'histoire forte, c'est fait pour avoir une culture forte, pour avoir une économie forte. C'est ça l'enjeu. Et les Américains ne savent pas faire à manger, ils ont fait fast-food. Les Asiatiques savent faire à manger, ils ont fait de la restauration asiatique. Le problème, c'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir, c'est d'abord de croire en ta culture. Et c'est pour ça que c'est important. Donc c'est ça que je voulais mettre la première séquence, où on a Mandelbrot qui parle justement du fait que c'est en Afrique qu'on a vu apparaître ce qu'on appelle les mathématiques fractales en parlant d'un village. Et c'est important d'écouter d'ailleurs ce qu'il dit à ce sujet. On part pour le premier document. Le premier document. Est-ce qu'il est dispo, Daniel? Le premier document n'est pas disponible. De toute façon, il nous reste que 5 minutes. Je pense qu'on va devoir remettre. On peut mettre le deuxième document. J'aimerais bien montrer l'échange qu'il y a eu entre Héroux, le mathématicien qu'on avait eu l'occasion de recevoir, et une dame qui lui pose une question. Parce que je dirais, nos mathématiques, elles ont quelque chose de totalement déroutant. Et c'est pas parce qu'on est mathématicien à la base qu'on va comprendre ces mathématiques-là. Parce que c'est un autre système de réflexion. Mais un système de réflexion qui est plus simple ou plus complexe? Non, c'est arrimé à la technologie. Donc les algorithmes sont différents parce que je vous dis que quand vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans un cerveau africain. Vous avez vu, les autres chercheurs l'ont dit, hein, même des Européens même le disent, c'est-à-dire on rentre dans un cerveau africain. Dès qu'on ouvre un ordinateur, vous êtes rentré dans un cerveau africain. Maintenant la chose, c'est que quand les cerveaux ont été, je dirais, à côté de la culture africaine, et pour les réacclimater, bon, il faut quand même ramer un peu. Parce que c'est vrai que je vois des fois les enfants comprennent plus vite les algorithmes de calcul que les adultes. Voyez. Donc il faudrait commencer depuis la base, depuis tout oui, petit, totalement. de façon à ce que ce soit inné chez eux. Vous savez, moi je fais des interventions des fois au milieu scolaire, moi je prends des graines, je prends des amandes, je prends ce qu'il y a dans la cour de récréation, on fait des mathématiques très poussées, on n'a pas besoin de bouquins pour faire des mathématiques. Mais vous me disiez justement que c'était important pour les enfants de toucher. Oui. Que même totalement. si on apprend à compter, ils devaient avoir... La chose, c'est que ça représente dans ses mains, ça représente... il y a une intelligence tactile aussi qui est importante. Et ça permet de figer l'information dans le cerveau, de lui donner du sens. Alors on part sur le premier document ou deuxième document? Premier ou deuxième. On peut passer au premier. On n'a pas beaucoup de temps, on va passer au deuxième. On passe au deuxième? Oui, au deuxième, parce que je voudrais bien voir l'échange, montrer l'échange qu'il y a eu entre cette dame, je vois qu'elle est enseignante, et Héroux qui lui répond sur la problématique du calcul. On part pour le deuxième document. Totalement. De multiplication égyptienne. Oui. Par exemple, si on a 17 fois 8, Oui. qu'on décline, Oui. on va arriver par exemple à... Parce que c'est un nombre impair. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut prendre la correspondance, on peut prendre 2 fois le 8, le 2 puissance 3? Ça marche pas? Non, on ne peut pas utiliser. Non. Alors, Mais ce qui est intéressant, avec toute base, tout système de numération, il y aura toujours ce qu'il faut pour obtenir votre nombre. Ce qui compte, en fait, c'est qu'il faut avoir la table de correspondance. Dès qu'on a la table de correspondance, alors, où est-ce que j'ai mis le... Ah, j'ai mis... Voilà. Dès que vous avez la table de correspondance, il n'y aura pas de souci, vous allez trouver votre 17, vous allez trouver le 24, le 38, tout ce que vous voulez. Alors donnez-moi le chiffre que vous voulez trouver. Et que vous semblez douter un petit peu. Allez-y. non, mais je veux qu'on parle de 17 fois 8. 17 fois 8, Ouais. d'accord. Donc on va dire que, voilà, 17. Là. Donc on a un 17. Donc qu'est-ce qui se passe? Ok, on va reprendre le premier d'avant. D'accord, ok, très bien. Donc on va prendre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, on prend celui-là. Voilà. Donc on va dire que là c'est 17. Ouais. Donc si je vais jusqu'à 8, je ne peux pas. Ok, on va jusqu'à 16. Voilà, c'est ça. Vous avez compris? Oh, Ok, non. voilà. En fait, ça va à l'infini. Non, Exactement. C'est-à-dire que vous partez toujours de là, mais en dessous, ça grandit jusqu'à ce que. Ok? Voilà. Et là, il n'y a aucun souci. Vous trouvez votre nombre. C'est clair et net. D'accord? Quelle que soit la base, il faut juste la table de correspondance. C'est tout. Voilà, il peut couper. Expliquez-nous un petit peu la nature de l'échange. Voilà, donc en fait, simplement pour expliquer que le système de calcul donne directement un chiffre binaire. Et cette binarité tient au fait que les anciens calculaient base 2. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'avoir ces deux classements, le classement des chiffres binaires et le classement de l'algorithme du calcul, on a du mal à fusionner les deux. Donc c'est pour ça que le cerveau de l'adulte bug. Mais après, quand on prend le temps de l'expliquer, il comprend que les deux colonnes, en fait, fusionnent.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'avoir un double calcul qui va donner un seul calcul et qui va donner finalement le mode de fonctionnement de toute technologie, une carte bleue, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça part de chez nous, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Afrique, on calcule toujours comme ça. Et donc on peut acquérir ce savoir depuis tout petit. On n'est pas obligé d'attendre de faire des études supérieures. Totalement. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est le fait de pouvoir faire des mathématiques sans chiffres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs algorithmes de calcul. C'est-à-dire la multiplication. Sur le continent africain, il y a plein de façons de faire une multiplication. On n'est pas obligé d'enfermer un enfant dans un système. En fait, il y en a plein. Et c'est vrai que ça donne une vue panoramique de la science. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire à la jeunesse africaine que la science est extérieure à l'Afrique, on veut l'acclimater, alors que l'Afrique est le berceau des sciences. Et ça, tous les magazines scientifiques le disent. Et donc, est-ce qu'on peut apprendre tout ça à Niger? Alors, c'est le but du jeu. C'est pas simplement apprendre. Moi, je me donne de gens qui ont le désir de devenir des formateurs. C'est-à-dire des gens qui vont venir pour former d'autres personnes et faire en sorte, c'est pour ça qu'on a fait des outils, on a des ouvrages, on a des livres, on a beaucoup de choses, avoir des formateurs, des gens qui vont faire aussi des supports, des jeux de société, des choses comme ça. Moi, je vois qu'on est un petit peu statique, on est trop statique. On attend les choses de l'extérieur alors que non, on a le potentiel en nous, il faut qu'on apprenne à faire nous-mêmes. Et ça, je dirais, on n'a pas d'autorisation à demander à quiconque. Ça, c'est sûr. Totalement. Merci en tout cas, Nusiré Kalala Omotunde, d'être venu sur ce plateau ce soir. Ça a été un vrai plaisir. Semaine prochaine, on a droit à une émission ou pas? Oui, totalement. Très bien, donc on poursuivra effectivement sur le colloque. Les cours en Martinique, mais je reviendrai après, on pourra... On reviendra tant? Donc, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Super. Et moi, avant effectivement de clore l'émission, eh bien, je tiens à remercier l'un de mes partenaires. Il s'agit d'Ankera, je pense que vous connaissez. C'est un jeune Guadeloupéen, effectivement. De très bons vêtements d'eux aussi d'ailleurs. Rien à dire. Et il m'a parlé de vous d'ailleurs, justement. Totalement. Et il m'a dit que vous ne vouliez pas de dons, que vous préfériez acheter justement pour promouvoir sa marque. Je vais acheter les chemises et promouvoir mais j'ai déjà eu l'occasion de porter la mienne d'ailleurs. Oui, je sais bien. Donc c'est honorable, donc encore merci pour ce que vous faites. Et je dirais que c'est l'exemple parfait de la problématique du financement, c'est-à-dire qu'on a toujours cette chose, c'est-à-dire la capacité d'avoir un projet financé en Guadeloupe. Et ça, c'est des choses pour lesquelles il va falloir qu'on s'attelle à trouver des solutions et qui ne seront pas des solutions européennes. Qui sont des solutions guadeloupéennes de préférence. Ouais, totalement. Merci encore une fois. Et merci à Ankera, franchement ça m'a fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir de porter ces vêtements, je le ferai beaucoup plus souvent. Voilà, chers téléspectateurs, le focus est terminé pour ce soir. Fini le jeudi anthropologie, mais on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Nusiré Kalala Omotunde. Ça se passera toujours le jeudi. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain.